Salut et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Symfony 2. Symfony 2 est un framework PHP open source français créé par Sensolable et dirigé par Fabien Potencier. La version 2 de Symfony est sortie cet été après un franc succès de la version 1 qui est très répandue actuellement. La version 2 est une totale réflexion de la version 1 puisque tout a été recodé depuis le début. Les versions sont donc incompatibles, donc si vous commencez à coder sur Symfony 2, vous ne pourrez pas débugger du Symfony 1 par la suite. C'est totalement différent. Donc pour commencer, il faut savoir que pour maîtriser Symfony 2, il est nécessaire d'avoir un bon niveau en PHP, connaître la programmation orientée objet, les espaces de nom, ainsi que le principe du modèle vue contrôleur. Pour installer Symfony 2, il faut au minimum la version 5.3 de PHP. En effet, c'est la version 5.3 de PHP qui a introduit la notion d'espace de nom qui est vitale à Symfony 2 puisqu'il l'utilise énormément. Pour commencer, nous allons télécharger la dernière version de Symfony. Pour ce faire, nous nous rendons sur symfony.com et nous allons choisir dans la liste la version standard en zip, parce que je suis sur Windows. En effet, vous pouvez voir qu'il y a une version sans les vendors. Les vendors sont en fait les autres projets que Symfony utilise. En effet, Symfony utilise notamment Doctrine 2 et Twig, qui intègrent donc dans ce qu'on appelle les vendors. Donc je vais télécharger la version standard qui contient donc ces vendors. L'autre version est faite pour récupérer les vendors directement depuis GitHub en ligne de commande. Donc c'est un peu complexe, on va éviter ce passage. En se simplifiant la vie, on prend la version complète. Donc voilà, je viens de dézipper le package de Symfony. Je vais donc récupérer le dossier et le déposer dans mon répertoire WAMP prévu à cet effet. Donc voilà, la copie est maintenant terminée. Avant de commencer à explorer notre nouveau framework, nous allons nous rendre dans Ordinateur, Propriétés, puis paramètres système avancé pour aller configurer une variable d'environnement. En effet, Symfony utilise les lignes de commande pour pas mal de choses. Il faut donc aller modifier la variable pass et y ajouter tout à la fin un point virgule et le chemin absolu vers le dossier qui contient le php.exe. Donc vous validez le tout. Maintenant que notre pass est configuré, nous allons essayer de nous rendre sur la page d'accueil de notre nouveau framework. Pour ce faire, nous allons donc sur notre WAMP, dans le bon dossier, et vous pourrez voir qu'il n'y a pas de page index.php comme on pourrait le trouver ordinairement. C'est tout simplement parce que Symfony n'utilise pas ce principe-là. Il faut se rendre dans le dossier web, mais on n'y a pas le droit, car toutes les requêtes passent par un fichier qui s'appelle app_dev. Pour la version de développement, pour la version en production, ça sera app.php. Donc là, tout s'est construit en quelque sorte, donc les fichiers de cache et autres. Donc nous voilà sur la page d'accueil de Symfony avant toute modification de votre part. Vous pouvez vous rendre sur la documentation officielle depuis ce lien, mais nous allons nous configurer Symfony. Cliquons donc sur ce lien. Pour commencer, ici vous allez pouvoir sélectionner votre service de gestion de base de données. Pour ma part, je vais choisir MySQL. Alors il faut savoir que Symfony utilise PDO. Donc pour l'activer, vous allez vous cliquez sur votre icône WAMP, puis PHP. Ensuite, vous allez dans Extension PHP et vous activez le PHP PDO MySQL. Également, tant que j'y suis, il faut activer le mode rewrite d'Apache. Donc de la même façon, vous cliquez sur votre icône WAMP, Apache, module Apache et le mode rewrite. Ensuite, vous choisissez votre host. Ordinairement localhost, l'utilisateur, pareil, root pour la plupart des cas, et le mot de passe si vous en utilisez un chez vous. Enfin, il faudra choisir un nom de base de données pour votre projet,
il se trouve ici. Je vais utiliser moi tuto Symfony. Nous allons donc nous rendre, avant de passer à l'étape suivante dans notre base de données, et créer la base de données pour pouvoir développer correctement. Nous allons donc dans les bases de données et créer tuto Symfony. Je vous conseille le UTF-8 Général CI pour ne pas avoir de problème d'encodage. Donc voilà, ma base de données est créée. Nous n'aurons plus besoin à l'avenir de venir dans phpMyAdmin puisque tout est géré depuis Symfony. Nous allons donc maintenant passer à l'étape suivante. Vous avez ici la variable secret pour crypter les mots de passe dans la base de données ainsi que créer les tokens. C'est pour éviter les failles CSRF comme on l'indique ici. Donc vous pouvez cliquer plusieurs fois pour histoire de dire d'en avoir une vraiment aléatoire. Et vous terminez par Next Step. Vous pouvez voir ici le contenu de parameters.ini qui contient en fait la configuration globale de votre projet. Nous allons retourner à la page d'accueil et voir la démonstration que nous propose Symfony. Ou plutôt les démonstrations puisqu'il y en a plusieurs. Donc tout d'abord le Hello World. Comme vous pouvez le voir, c'est tout simple, hein. Nous avons Hello World ici. Et le code est plutôt court. En effet, ici, nous avons le code du contrôleur, qui se résume à ça, en gros, puisqu'ici, nous avons le nom de la fonction, et juste un retour. Et ici, le code du template, qui utilise donc Twig. Pour résumer, le contrôleur va juste envoyer la variable name, ici en paramètre, qui est récupérée depuis l'URL. Comme vous pouvez le voir ici, la route consiste à dire hello / le name, qui est récupéré donc ici. Le name qui est indiqué là entre crochets, et en fait le world qui est ici. Donc si je change par exemple avec mon pseudonyme, vous allez pouvoir voir que la page est bien dynamique. Donc cette variable elle est ensuite envoyée à la vue qui l'affiche ici, tout simplement. Maintenant que nous avons vu comment configurer et embed code Hello World, nous allons explorer l'arborescence de Symfony. Le framework étant assez gros, il est assez bien organisé. Vous pourrez trouver tout d'abord un dossier app qui contient tout ce qui est global à votre projet. Le cache, vous pourrez donc trouver dedans plein de fichiers de cache en développement et production. En effet, Symfony intègre plusieurs environnements de développement et de production. Il doit y avoir également l'environnement de test. Ensuite vient le dossier config qui contient toutes les configurations globales. Alors, comme je vous le disais, tout est séparé pour chaque environnement, dev, production et test. Le fichier parameters.ini qui viendra à évoluer dans la version 2.1 pour un parameters.yml. En effet, les points .yml sont quand même beaucoup plus lisibles que les points .ini, et beaucoup plus souples. Voilà à quoi peut ressembler un point .yml. Vous avez donc le nom du paramètre, 2 points et sa valeur. Ce qui nous permet donc de faire des choses à plusieurs étages en fait, très facilement. Tandis que les points .ini sont beaucoup plus complexes à gérer. Comme vous pouvez le voir ici. Il faut mettre des crochets et des égales avec des côtes un peu partout. Alors qu'ici ça devient très très simple. Donc le point .yml, on va l'utiliser très régulièrement puisque on va configurer notamment les bundles avec cela. Nous verrons plus tard ce qu'est un bundle. On continue notre petit tour. Le routeur global que je vais détailler plus amplement dans le tutoriel qui sera consacré. Le routing underscore dev qui va ajouter au routing global des routes. Donc les routes ce sont les URL comme vous pourriez les écrire avec le mode rewrite dans le .htaccess. Ça nous permettra de débugger et ne pas faire d'interférence avec l'environnement de production. Et enfin, le fichier qui va contenir tout ce qui contient la sécurité. On y verra notamment la gestion des rangs
donc les administrateurs, rédacteurs, membres. Et le dernier dossier de app, c'est la ressource, avec les vues qui sont en fait de base que le fichier base.html.twig, qui n'est autre que la structure globale que va utiliser tout votre projet. On peut créer plusieurs bases, bien sûr. Une base pour le site, on peut imaginer aussi une base pour l'administration qui peut également elle-même étendre de la base pour le site. Ensuite, un htaccess pour protéger ce dossier. Le app cache qui va gérer le cache, d'où son nom. Le app kernel qui va être en fait le centre de tout, hein, puisque c'est lui qui va gérer toutes les, notamment les vendors qui vont être utilisés, mais également les bundles qui vont être utilisés avec l'autoload. Nous le verrons également dans un prochain tutoriel. Le dossier bin ne contient en fait que le fichier qui permet de gérer les mises à jour et installation des vendors, donc utilisés en console uniquement. Donc les vendors, comme vous pouvez voir, il y en a un certain nombre, notamment Ascetic qui va gérer les fichiers JS, CSS dans le dossier web que nous allons voir juste après. Doctrine en 3 dossiers qui est en fait l'ORM, c'est-à-dire qu'il va nous permettre de ne plus écrire de SQL mais du DQL ou tout simplement utiliser l'orienté objet pour éviter toutes les requêtes assez lourdes et donc nous simplifier la tâche. Ensuite, nous avons un service qui s'appelle SwiftMailer qui va nous permettre d'envoyer des mails très simplement, le centre du framework Symfony. Et enfin, les 2 derniers dossiers consacrés à Twig, qui est le moteur de template par défaut livré avec Symfony. Et pour terminer, donc le dossier web dont je vous ai déjà parlé, qui va contenir lui les fichiers accessibles publiquement. Donc ça se concerne tout ce qui est CSS, images, et aussi les fichiers JavaScript. Donc ils sont rangés par nom de bundle, que nous allons retrouver ensuite dans le dossier source que j'ai volontairement délaissé, puisque c'est celui qui est le plus important. Nous allons y passer la plupart de notre temps. Actuellement, il y a le dossier Acme, qui est en fait le nom par défaut du projet contenant le bundle de démo. Alors, qu'est-ce qu'un bundle? Un bundle, c'est un groupe de code qui est relatif à une fonction. Par exemple, ici, nous avons une démonstration, et la démonstration fait donc l'objet d'un bundle. Si nous avions un blog, nous aurions un blog bundle, par exemple. Pour les membres, un user bundle. Pour une administration, admin bundle, et ainsi de suite. Donc, cela nous permet d'avoir une grande souplesse ensuite dans la réutilisation des codes. Par la suite, si vous avez un projet sur lequel vous avez déjà travaillé, vous avez déjà codé un blog, vous voudriez le récupérer pour ne pas tout recoder, eh bien il suffira tout simplement de venir le copier-coller dans votre nouveau projet. Si vous aviez ici un nom de dossier différent, vous gardez ce nom de dossier différent. Hein, et ensuite, quelques petits paramétrages qui seront à faire dans le kernel qu'on a vu tout à l'heure, le app kernel. Donc voilà l'intérêt des bundles, donc une grande souplesse et beaucoup de partage aussi sur l'internet. Vous pourrez trouver pas mal de bundles disponibles et c'est parfois assez pratique, notamment avec le FOS User Bundle que nous utiliserons plus tard pour gérer les utilisateurs. Donc comment se construit un bundle? Nous avons tout d'abord un dossier avec les contrôleurs, un dossier avec les ressources que sont les vues, donc rangées comme on le souhaite dans des dossiers et autres, donc pareil que la base en .html.twig. La configuration avec ici les services, mais on pourra aussi trouver le routing et autres. Les extensions Twig si vous en avez, nous verrons ça dans le chapitre sur Twig. Le dossier form contient toutes les ossatures en quelque sorte de formulaire, donc nous les verrons également dans un futur tutoriel. Les contrôleurs sont donc réunis dans ce dossier et ont la nomenclature un peu la manière des bundles comme vous avez pu le voir, nom du bundle. Les contrôleurs sont le nom du contrôleur. C'est une notation qui a été imposée par Symfony et qui nous permet de nous y retrouver beaucoup plus facilement.
Nous allons nous intéresser au démo contrôleur, qui est celui utilisé pour le Hello World. Donc nous pouvons voir que la structure est très simple. C'est une classe avec un espace de nom qui est en fait tout simplement le chemin relatif à la racine du dossier source. Une série de use pour inclure tout ce qu'on a besoin d'utiliser. Et dans cette classe, qui étant donc de contrôleur, des fonctions publiques avec une certaine nomenclature. Ainsi, une action peut être connue très facilement grâce à son suffixe. Pour bien comprendre comment fonctionne Symfony 2, nous allons nous rendre sur la documentation et y trouver dans les livres les fondamentales donc de HTTP. Donc, comme vous pouvez le voir sur les schémas, bon, en anglais, mais très compréhensible, vous avez votre navigateur qui va demander au serveur de votre site web « Bonjour, est-ce que je peux voir la BD d'aujourd'hui ?» Le serveur va construire la page HTML et la renvoyer. Avec une réponse, ici, bien sûr, voici la page HTML. Ensuite, le navigateur se charge de l'afficher. Pour mieux comprendre encore comment est constituée une requête HTTP, nous allons la regarder de plus près. Donc, la requête qui part du navigateur vers le serveur ressemble à ceci. Vous pourrez donc y trouver le mode de passage, ici un get, donc cela signifie que votre navigateur ne recherche qu'à prendre des données simplement, sans rien modifier sur le serveur ou envoyer sur le serveur. Vous avez ici HTTP 1.1, host qui est l'adresse de votre serveur en fait, le format qui est attendu, et enfin le user agent. Vous pouvez voir ici la liste des différents modes de passage. Donc le get qui permet donc de récupérer des données depuis le serveur, post qui permet de créer une ressource sur le serveur comme on nous indique ici, c'est-à-dire que par exemple si vous êtes sur un blog, la méthode post sera utilisée au moment de la création d'un article. En effet, à l'édition, on va utiliser le mode put qui va permettre de mettre à jour une ressource. Pour supprimer, on utilisera donc le mode de passage delete. Tous ces modes de passage permettront un filtrage plus fin et une redirection vers les bonnes actions très simplement avec un maximum de sécurité. La réponse d'un serveur est très simple. Elle est constituée du code d'erreur ici, 200 donc qui est la plus courante, c'est-à-dire que la requête a réussi. Vous pourrez y trouver notamment l'erreur 404, 500, 504 et autres. Donc tout ce que vous pouvez connaître, c'est ici que ça vient. Ensuite, la date à laquelle la page est envoyée, la configuration du serveur et le type de ce qui est renvoyé. Le content type, donc qui est ici du HTML, et enfin le contenu réel du fichier, donc le HTML en texte en dessous. Nous allons finir sur une vue globale de Symfony pour résumer tout ce que nous avons vu ou allons voir dans les prochains tutoriels. Dans la première colonne violette ici, nous avons trois exemples de requêtes d'URL. Donc la première vers la racine, la seconde vers une page éventuelle de contact, la troisième vers le blog. Toutes ces adresses vont être dirigées vers le front controller, c'est-à-dire le app_dev que nous avions vu ici. Ensuite, Symfony va travailler avec tout ça. C'est-à-dire qu'il va l'envoyer vers le routeur. Le routeur va simplement s'occuper d'appeler le bon contrôleur qui va ensuite appeler la bonne fonction pour exécuter l'action voulue et renvoyer une réponse au client. Le client a donc la réponse à sa requête. Voilà, ce tutoriel est terminé. En attendant, je vous donne rendez-vous sur le forum. N'hésitez pas à poster des commentaires pour toutes vos questions ou à venir en parler sur le chat IRC.